Et qu'est-ce que c'est derrière vous, si je peux me permettre? Je pense que c'est juste un parc ordinaire, enfin un parc quelconque. Je ne me souviens plus, peut-être à Shanghai, mais je n'en suis pas sûre à 100%. Lorsque j'ai traversé Shanghai en 2017, je me souviens avoir été vraiment, vraiment impressionné par la façon dont les parcs publics étaient entretenus. Les parcs à Shanghai, il y en avait un où je suis allé, en particulier dans l'ancienne concession française, qui était clairement aménagé dans un style occidental, mais qui avait été magnifiquement entretenu. La Chine possède l'une des plus grandes traditions de jardinage. Je dois dire, je crois que je t'ai dit que je suis allé à Suzhou et que j'ai visité le jardin. Comment s'appelle-t-il? Eh bien, en anglais, nous l'appelons le jardin de l'humble administrateur. Je sais, c'est un jardin célèbre. Oui, je soupçonne qu'en Chine, comme je l'ai découvert depuis longtemps, les traductions anglaises des noms chinois donnent souvent une qualité orientaliste qui n'existe pas vraiment dans l'original. Mais je dois dire que j'ai trouvé que c'était l'un des plus beaux endroits sur Terre que j'ai jamais visité. En fait, Suzhou, dans son ensemble, m'a fait une impression formidable. Je ne suis allé dans aucun des restaurants de Suzhou parce que nous n'avions que peu de temps. Mais on m'a aussi dit que la cuisine y est merveilleuse. Mais Suzhou est magnifique. Et les jardins de Suzhou, le jardin que j'ai vu était incroyable. Et la maison, en fait, on ne parle jamais de la maison. Mais c'était très intéressant de voir, vous savez, une vieille maison chinoise, évidemment celle de quelqu'un qui était probablement un ancien fonctionnaire ou quelqu'un de ce genre. Et comme je l'ai dit, l'impression générale était tout simplement extraordinaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, en fait, je pense que j'étais aussi à Shenzhen pendant quelques jours. Shenzhen et Shanghai investissent toutes les deux beaucoup d'efforts dans leur parc public. Je crois que l'un des projets que j'ai vus à Shenzhen consistait à réunir 5 parcs afin que l'on puisse traverser les 5 à pied. Et je pense qu'à un moment donné, Shanghai envisageait aussi quelque chose de similaire. Il se demandait si cela serait possible. Je veux dire, c'est un processus long, un projet de longue haleine. Mais à terme, ils veulent relier tous les parcs pour que l'on puisse en principe tous les traverser à pied. Eh bien, ce serait une belle idée. Je vais vous dire une chose que fait Shanghai, qui m'a rappelé mon enfance. Surtout dans l'ancienne concession française, mais aussi dans de nombreux autres endroits. Quelqu'un a planté beaucoup de platanes. Vous savez, beaucoup de rues sont des avenues bordées de ces arbres. Or, comme leur nom l'indique, les platanes de Londres viennent de Londres. Nous en avons beaucoup ici, à Londres. Mais pour des raisons qui n'ont jamais été vraiment expliquées. À Londres, les autorités ont commencé, au début des années 1980, à les tailler, de sorte qu'en été, ils ne donnent pratiquement que quelques feuilles vertes. Alors qu'à Shanghai, tout comme je m'en souviens de mon enfance, on laisse les arbres pousser normalement en été. Alors elles montent, puis s'entrelacent, et vous avez ces magnifiques allées vertes à travers lesquelles vous marchez, qui bien sûr vous protègent du soleil. Londres était exactement comme ça autrefois, mais j'avais complètement oublié à quoi cela ressemblait. Et c'est en allant à Shanghai que je m'en suis souvenu. Donc je ne sais pas pourquoi les Britanniques font cela, qu'est-ce qui s'est passé. Cela n'a jamais été discuté à ma connaissance. Probablement quelque chose à voir avec des économies, je suppose. Ne pas ramasser les feuilles ou quelque chose de ce genre. Mais cela transforme l'atmosphère en été, parce que comme je l'ai dit, vous avez l'ombre des arbres, et cela rafraîchit et crée un microclimat merveilleux. Et bien sûr, cela réduit la pollution, car les platanes de Londres sont très efficaces pour absorber la pollution. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Après toutes les horreurs dont nous allons parler,
c'est toujours un soulagement d'aborder ces sujets. Comme je l'ai dit, les gens en Chine ne s'en rendent pas compte. Mais je veux dire, la Chine est devenue une oasis de paix et de calme. Et pour être précis, il y a eu un article paru il y a quelques jours dans le Daily Telegraph, qui est sans doute le journal le plus anti-chinois de Grande-Bretagne. Et la concurrence est rude. Bref, quelqu'un du Telegraph est allé en Chine et en est revenu absolument fasciné, disant « J'y suis allé et je peux vous affirmer avec certitude que c'est le pays du futur. » Et je comprends pourquoi il pense cela. Je suis d'ailleurs surpris que les rédacteurs aient laissé passer ça. L'article n'est pas resté très longtemps en une, mais bon. D'accord, oui, parlons de toutes les horreurs. Maintenant d'ailleurs, en fait, certains rédacteurs comprennent et apprécient que la Chine soit actuellement paisible et stable, vous savez, et pas seulement parce que la Chine est si dominante en Asie, mais parce qu'elle apporte réellement la paix et la stabilité à l'ensemble de l'Asie. Ce n'est pas juste, vous savez. Absolument, oui, c'est tout à fait vrai. C'est la région la plus pacifique du monde. Regardez ce que nous avons accompli en Europe et au Moyen-Orient, et ce que nous allons faire au Moyen-Orient, ce qui va empirer la situation. Je veux dire, ce qui se passe dépasse l'entendement. Oui. Commençons donc par là. Comme tu l'as dit, ce qui se passe en ce moment est horrible. La Chine, la Russie et les États-Unis ont tous demandé à leurs citoyens de quitter à la fois l'Iran et Israël. Et certains Israéliens fortunés affrètent des bateaux pour se rendre à Chypre. C'est le dernier rapport que j'ai vu. Est-ce que cela signifie qu'une guerre totale est sur le point d'éclater? Oui, je pense que nous sommes tous d'accord, enfin c'est mon impression, que le cabinet israélien, le Premier ministre Netanyahou, cherche la confrontation depuis au moins un an. Il essaye de préparer le terrain pour une attaque contre l'Iran depuis environ avril de l'année dernière, lorsqu'il a d'abord bombardé l'ambassade iranienne à Damas, puis il a assassiné le chef politique du Hamas à Téhéran. Il est venu à Washington en août et a prononcé un discours incroyablement belliqueux. Je pense que ce qu'il a essentiellement retenu pendant quelques semaines, c'est l'élection américaine. Car ni les démocrates ni les républicains, à la veille de l'élection, ne veulent d'une guerre. Ils savent que le peuple américain ne veut pas de guerre pendant l'élection. Je viens d'ailleurs de voir des sondages d'opinion et ils montrent qu'une très large majorité d'Américains ne veulent pas que les États-Unis soient en guerre avec l'Iran. Bref, l'élection a eu lieu. Trump a été élu. Les Israéliens sont venus et ont dit « Commençons cette attaque contre l'Iran maintenant ». Trump, comme il le fait souvent, a tergiversé pendant quelques mois. Il a essayé d'obtenir son grand accord. L'accord s'est avéré plus difficile qu'il ne l'imaginait, car les Iraniens ont leurs propres opinions sur diverses questions, et ils ne font pas confiance aux États-Unis, à juste titre. Et ils ne font certainement pas confiance à Israël. Donc il y a environ 2 semaines, il a eu cette réunion avec cet extrémiste extrêmement dangereux, Mark Levin. Et j'ai pu voir à ce moment-là les signaux d'alarme commencer à retentir dans une partie de son mouvement. Quoi qu'il en soit, il a clairement accepté qu'il devait y avoir une attaque israélienne contre l'Iran. J'ai le sentiment que ce qui s'est probablement passé, c'est que Netanyahou et tous ces gens lui ont menti en disant « Cette attaque sera facile ». Le régime en Iran est très impopulaire. Si nous attaquons, il s'effondrera. Le niveau d'ignorance des Américains à propos de l'Iran est hors norme. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu une interview de Ted Cruz avec Tucker Carlson dans laquelle il s'est avéré que Ted Cruz ne connaît même pas la taille de la population iranienne, qui pour mémoire est de 92 millions. Quoi qu'il en soit, ils ont attaqué l'Iran, Trump, comme il le fait toujours. D'abord, ils avaient cette histoire de couverture ridicule, selon laquelle il s'agissait d'une action unilatérale d'Israël et que les États-Unis n'étaient pas impliqués, ce qui est absurde.
Ensuite, Trump, voyant ce qu'il pensait être le grand succès de l'armée israélienne, est sorti et a fait toutes sortes de déclarations disant « Vous savez qu'il y a eu un grand succès ». Et pourquoi les Iraniens n'ont-ils pas accepté l'accord que je proposais? Quel accord? Je veux dire, nous étions en pleine négociation. Aucun accord n'était sur la table. Il y avait des positions de négociation, mais c'est tout. Et puis, bien sûr, il y a environ un jour, il est devenu clair que l'Iran n'allait pas s'effondrer et qu'il frappait des cibles en Israël. Les Israéliens et d'autres sont alors venus dire « Écoutez, il est évident qu'Israël ne peut pas terminer cela. Donc nous avons besoin que les États-Unis interviennent aussi. » Et on voit bien que Trump ne s'y attendait pas et il est furieux depuis. Il est allé à la réunion du G7 et est parti après n'avoir eu que des conversations de pure forme avec les personnes présentes. Il s'est disputé avec Macron, ce qui est ridicule. Il est rentré furieux à Washington. Il enchaîne les réunions avec ses principaux conseillers. Il hésite encore. Mais inévitablement, tôt ou tard, il va attaquer l'Iran parce que c'est la position dans laquelle il s'est laissé piéger. Je veux dire, nous avons affaire à un président qui écoute et suit les conseils de la dernière personne à qui il parle, ne consulte pas largement, ne juge pas les décisions, ne fait pas de politique et change d'avis d'un jour à l'autre. Donc une semaine, Poutine est fou, le lendemain, Poutine est son meilleur ami. Franchement, il est tout simplement impossible de travailler avec cet homme. Oui, l'une des questions que je voulais te poser, parce que ça me laisse vraiment perplexe, on en a déjà parlé, c'est que Trump, auparavant, je pensais qu'il était très réticent à entrer en guerre avec l'Iran. Et à cause de cela, il a même renvoyé Mike Bolton, son conseiller à la sécurité nationale, et aussi pendant un certain temps, il avait une très mauvaise relation avec Netanyahou, ils se parlaient à peine, ce genre de choses. Et puis il semble que, clairement, les États-Unis soutiennent Israël depuis l'attaque contre l'Iran et bien sûr plusieurs assassinats également. Donc maintenant, tu dis qu'il a eu une conversation avec Mark Levin, c'est ça qui l'a influencé? Oui, eh bien je le pense. Je veux dire, je tiens ça de Tucker Carlson. Tucker Carlson a découvert que Mark Levin s'était rendu à la Maison-Blanche et il en a été extrêmement contrarié et alarmé. Et il a écrit un texte très très virulent sur X en disant que c'était désastreux et que cela mènerait à la catastrophe. Parce que je ne sais pas si tu connais Mark Levin ou si tu l'écoutes. Je veux dire, cet homme est tellement anti-iranien qu'il dépasse toutes les limites. Et son langage, ces dernières semaines, est devenu de plus en plus incohérent quand il parle de l'Iran. Mais il est clair qu'il y a eu une poussée concertée de la part de gens comme Mark Levin pour entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Trump s'est laissé entraîner mollement parce qu'on lui a dit, je pense, que ce serait facile. C'est un régime impopulaire qui s'effondrera facilement. C'est le récit qui a été diffusé dans tous les médias néoconservateurs, si je peux le dire ainsi, selon lequel il se dirige assurément vers la bombe nucléaire. N'écoutez pas ce que disent Tulsi Gabbard et votre communauté du renseignement. Écoutez ce que nous disons. Vous obtiendrez la grande victoire. L'Iran s'effondrera. Vous serez le grand héros. Vous serez Napoléon ou Jules César, ou peu importe, le nouveau grand président américain qui aura remporté cette grande victoire. Et Trump est tombé dans le piège. Parce que, comme je l'ai dit, il ne consulte pas. Apparemment, il n'écoute pas ses briefings de renseignement. Il ne s'assoit pas avec Tulsi Gabbard, qui fait le briefing quotidien. Il ne lui parle pas. C'est elle qui parle à Vance, apparemment. Je veux dire, je tiens cela d'une source absolument fiable, si je puis dire. Il n'écoute pas ce que disent ses agents du renseignement. Il n'écoute personne. Il suit simplement les conseils, comme je l'ai dit, de la dernière personne à qui il parle.
Oui, je suis sûre que Mark Levin a beaucoup d'influence sur Trump, mais il y a aussi d'autres personnes, dont Tucker Carlson, qui a également eu une conversation avec Steve Bannon. Il parlait de cette réunion à Camp David le week-end des 8 et 9 juin, à laquelle Trump a participé avec son équipe de sécurité nationale. Maintenant, je pense que j'ai la liste des personnes qui étaient présentes. Ils en parlaient. Et une chose que Steve Bannon a souligné, c'est que Tulsi Gabbard n'était pas à cette réunion. Exactement. De quoi parles-tu? Ce qu'il y avait là-dedans, c'est que Vance était présent, mais Vance, tu sais, il ne va pas se disputer avec les autres. Donc Rubio était là, Hegseth était là, et puis John Ratcliffe, le directeur de la CIA, qui est un autre faucon. Stephen Miller, l'ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche, encore un faucon. Également, l'ancien conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien, donc encore un faucon. Oui. Donc tous les faucons étaient présents à cette réunion, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous pouvez donc voir exactement ce qui s'est passé. Ils lui disent, tu seras faible, tu laisses les Iraniens te berner, les Israéliens sont prêts à agir. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de ton feu vert. Et comme je l'ai dit, nous gagnerons. Je me souviens que Netanyahou est venu au Congrès en août dernier et a dit que la leçon, c'est que si nous frappons, nous gagnons. Et donc, c'est ce à quoi il a été persuadé. C'est ce qu'on l'a convaincu de faire dans le cadre de cette campagne préparatoire. Vance était probablement la seule personne dans la salle qui aurait pu suggérer la faiblesse, car c'est malheureusement la réalité à ce moment-là. Il était opposé à l'attaque contre les Houthis, mais il a suivi la majorité. Vous vous souvenez de la discussion? C'est exactement la même chose ici. Donc, et comme vous l'avez justement dit, Tulsi Gabbard est exclue. Oui, Steve Bannon l'a souligné comme s'il n'était pas là. Eh bien, je me demande si j'essayais de convaincre Trump de se lancer là-dedans, tu dis qu'ils lui disent que ce sera une victoire facile. Mais aussi, du point de vue de Trump, je pense que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a eu très peu de résultats à montrer sur le plan de la politique étrangère. Non? Il a essayé de faire la paix avec les Russes, et les Russes n'ont pas... Enfin, ils veulent toujours faire ce qu'ils ont à faire. Et il a été dur, il pensait être dur avec la Chine, mais ça n'a pas marché, la Chine n'a pas reculé. Et donc maintenant, peut-être qu'une des choses qu'ils essayent de lui faire croire, c'est que on peut obtenir une victoire là-bas, une victoire rapide contre l'Iran, et que cela montrera ta force, ta puissance, quelque chose comme ça. Donc en d'autres termes, Trump lui-même pourrait aussi avoir besoin d'une victoire rapide, mais non? C'est tout à fait exact. Maintenant, il n'a pas besoin d'une victoire rapide sur le plan politique, ce qu'il ne semble pas comprendre. Je veux dire, les gens ne vont pas arrêter de voter pour lui dans le Minnesota simplement parce qu'il n'a pas immédiatement remporté un grand succès en politique étrangère. Mais dans sa propre tête et sa psychologie, il veut passer d'une victoire à l'autre. Donc tu as tout à fait raison. Les durs autour de lui, des gens comme le général Kellogg, Rubio aussi, lui ont dit qu'il fallait être ferme avec les Russes, les menacer de sanctions massives, les forcer à accepter de geler le conflit. Les Russes ont dit non. Ensuite, il les a écoutés, des imbéciles comme Peter Navarro et Stephen Moore, et ces idiots qui lui disaient, tu sais, augmente simplement tes droits de douane contre la Chine, fais-les grimper en flèche, et les Chinois céderont et accepteront le grand accord que tu veux. Et puis, augmente aussi les droits de douane contre tout le monde, et tu pourrais les forcer à accepter également de commercer avec les États-Unis, mais ils couperaient leurs liens avec la Chine. Bien sûr, rien de tout cela ne s'est produit. Les Chinois ont vu clair dans ce bluff particulier. Aucun de ces... Tu te souviens de tous ces pays qui étaient censés faire la queue pour conclure des accords avec les États-Unis, qui allaient réduire leur commerce avec la Chine?
Un seul accord de ce type a-t-il jamais vu le jour? Pas un seul. Pas un seul. Même pas la Grande-Bretagne d'ailleurs, qui est à peu près le seul pays à avoir signé un tel accord. Donc il s'est retrouvé en échec sur ce point. Et maintenant, ils arrivent et disent « C'est là que vous allez gagner parce que l'Iran est faible. L'Iran est chancelant, le régime est impopulaire, frappons-le. Frappons-le fort. » Les Russes ne les aideront pas, les Chinois non plus. Ils sont complètement seuls. Ils ont perdu le Hezbollah. Ils ont perdu la Syrie. C'est le moment de frapper. Alors il suit le mouvement. Faiblement, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est une faute. Eh bien, mais en même temps, ce n'est pas comme si les personnes opposées à la guerre restaient silencieuses. Donc, les partisans de MAGA et Tucker Carlson dont tu parles, ainsi que Steve Bannon, ils sont tous contre. Je veux dire, Steve Bannon et Tucker Carlson ont eu cette conversation et ils étaient tous les deux très très mécontents de la situation. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, Tucker Carlson disait que si Trump nous entraînait dans une guerre avec l'Iran, cela précipiterait la chute de l'Empire américain. Voilà ce qu'il a dit et que cela mettrait effectivement fin à sa présidence. Ce sont des propos assez forts, non? Et Steve Bannon, bien sûr, l'a souligné. Tulsi Gabbard n'était pas présente dans la pièce, vous savez, quand on prend ce genre de décision. Donc, ils étaient vraiment contre. Et puis, quand on lit Truth Social, il a publié que, l'Iran est très proche d'obtenir une arme de destruction massive. Vous savez, c'est le vieux manuel, ils font ça tout le temps, mais si vous regardez les commentaires, beaucoup de partisans MAGA disent « Je ne vote pas, je ne votais pas pour toi pour ça, ne fais pas ça !» et des choses comme ça. Donc ce n'est pas comme si l'autre camp était silencieux, ce sont ses propres partisans qui sont vraiment contre. Mais ils n'écoutent pas du tout. Eh bien, je pense que c'est le cas. Mais tout ce que ça fait, c'est le rendre de plus en plus en colère. Alors il publie des messages délirants du genre « C'est moi qui ai inventé America First, et c'est moi qui décide ce que ça veut dire, et tout le monde doit me suivre. » Ce genre de choses. Et il traite Tucker Carlson de Tucker Carlson farfelu, ce genre de propos, parce qu'il a déjà pris cette décision. C'est ça le problème. Il a pris cette décision en secret. Il a donné le feu vert aux Israéliens. Il était convaincu qu'ils allaient gagner. Tout allait être très très facile. Donc les Israéliens ont attaqué, et maintenant la bataille est en cours, et les Israéliens n'ont pas gagné. Et d'ailleurs, si cela se résume à un affrontement direct entre Israël et l'Iran, les chances au final sont en faveur de l'Iran, parce que c'est un pays bien plus grand. 92 millions de personnes contre 9,7 millions en Israël, une base industrielle bien plus grande, un territoire immense, une capacité bien supérieure à encaisser les pertes. Et comme on le voit, une technologie de missiles sophistiquée capable de pénétrer le système de défense aérienne israélien. Ce qui, encore une fois, me fait soupçonner que Trump s'est vu dire que ce système serait capable d'abattre tout ce que les Iraniens pourraient envoyer. Parce qu'au passage, c'était le récit que je lisais partout, que c'était un système de défense aérienne formidable, le meilleur du monde. Après tout, il devrait l'être, vu tout l'argent qui a été investi. Et comme on le constate, il échoue. Bref, on lui a dit tout cela. Il pensait que ce serait facile. Il a donné son feu vert. Il a tout fait en secret. Les partisans de MAGA ne l'ont découvert qu'après coup, quand il était trop tard. Et maintenant, comme je l'ai dit, il comprend qu'il se trouve dans une situation terrible. Mais comme beaucoup de gens, et c'est malheureusement quelque chose que j'ai constaté à maintes reprises, beaucoup de personnes, lorsqu'elles se retrouvent dans une telle situation, leur instinct n'est pas de battre en retraite et d'admettre leur erreur, de confesser leur échec et de dire à des gens comme Tucker Carlson « Tu avais raison et j'avais tort ». Leur réflexe est de redoubler,
tripler, quadrupler d'efforts, de renforcer l'échec, de se joindre à l'attaque, d'envoyer les missiles, les bombardiers et les avions en Iran, et d'espérer que cela permettra d'obtenir la grande victoire promise, et que cela effacera et annulera, d'une manière ou d'une autre, toutes les erreurs commises auparavant. Oui, il demande maintenant la reddition inconditionnelle de l'Iran. Absolument, oui, il ne l'est pas. Est-ce qu'il comprend seulement ce que cela signifie? Capitulation sans condition. Je veux dire, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Est-ce que cela signifie que tout le régime doit capituler et être remplacé par un autre? Ou est-ce que cela veut simplement dire qu'il cesserait l'enrichissement nucléaire? Franchement, c'est le langage de quelqu'un qui a totalement perdu le contrôle. Et les Européens, ce sont les Européens, n'est-ce pas? Donc Macron, par exemple, ils soutiennent toujours le droit d'Israël à se défendre. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, ils ont condamné Israël pour ce qu'ils ont qualifié de génocide à Gaza, mais on dirait que, d'accord, ils ont peut-être une certaine sympathie pour les Palestiniens, mais face aux Iraniens, ils sont absolument du côté israélien. Est-ce que c'est la position des Européens? Eh bien, absolument. Ce que je dirais, c'est que Macron fait ce qu'il fait toujours. Il sort, il fait des déclarations sophistiquées. Il dit qu'un changement de régime en Iran serait une énorme erreur et qu'il s'y oppose. Et tout cela, des choses qui d'ailleurs ont clairement agacé Trump. Mais comme toujours avec Macron, il dit ces choses intelligentes qui ne veulent rien dire, parce que les Européens, dans l'ensemble, suivent simplement le mouvement. Scholz, le chancelier allemand, le soutient évidemment. Je veux dire, il l'a clairement affirmé. Keir Starmer sait qu'au Royaume-Uni, il y a une forte opposition à cela, de la part de beaucoup de gens. Donc il reste silencieux, en gros, mais il ne prend aucune mesure réelle pour essayer de freiner les Américains. Je dois dire que les Européens paraissent pathétiques dans cette affaire. Je veux dire, il était censé y avoir cette réunion au Canada, ce sommet du G7 au Canada. Ils avaient préparé toute une liste de sanctions. Ils avaient organisé cette rencontre entre Trump et Zelensky. Il les ignore simplement et s'en va. Il les fait passer pour complètement impuissants et totalement ridicules, ce qu'ils sont. Je veux dire, ils se sont mis eux-mêmes dans cette position. Ils ont suivi tout ce que l'Amérique a toujours fait. Depuis que Blair a rejoint Bush dans ses différentes guerres dans les années 90, ils ne savent plus quoi faire et ne peuvent pas descendre de ce train. Laissez-moi vous poser cette question. Si, disons, quoi qu'il arrive, supposons qu'à la fin, soit le gouvernement iranien actuel dit « D'accord, je me rends, dites-moi simplement quoi faire, je ferai tout ce que vous me demanderez », soit ils installent un régime fantoche, un gouvernement fantoche. Est-ce que cela signifiera qu'il y aura la paix au Moyen-Orient? Ce ne sera pas la fin de l'histoire. Non, ce n'est pas le cas. Cela va simplement créer tout un nouvel ensemble de problèmes qui, au final, seront pires que les problèmes existants. La façon de stabiliser le Moyen-Orient, c'est en parvenant réellement à des accords avec les gens, pas en essayant d'imposer des solutions. C'est ce qu'ils essayent de faire. Les Américains et leurs alliés essayent de faire au Moyen-Orient depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, d'ailleurs bien avant Bush. Eh bien, cela n'a pas fonctionné. Cela ne fait que rendre la situation là-bas continuellement violente et instable, et cela génère plus de terrorisme et crée toutes sortes de nouveaux problèmes. Parce que, comme nous l'avons vu avec Ted Cruz, ils ne comprennent pas le Moyen-Orient. Ils pensent que le Moyen-Orient est un endroit facile à contrôler. Ce n'est pas le cas. Donc, absolument, cela ne va pas simplifier ni résoudre les problèmes du Moyen-Orient. Cela va les aggraver. Oui. Bien sûr, vous pouvez comprendre que l'Iran est très important pour la Chine,
Donc il y a beaucoup d'attention portée à ce pays. L'Iran a signé un accord de 25 ans avec la Chine pour fournir du pétrole à la Chine. Non seulement cela, mais il y a moins d'un mois, le 25 mai, le premier train de marchandises en provenance de Xi'an est arrivé à Aqavan. Il l'appelle le port sec, car il est situé sur la terre ferme. Cette route est une ligne ferroviaire qui a réduit le temps de transit, si vous passez par la mer et l'océan, de 30 à 40 jours à 15 jours. Cela l'a donc considérablement réduit et cela a également diminué le risque de rencontrer du mauvais temps ou des pirates. C'est donc beaucoup moins risqué. Il s'agit donc d'une ligne ferroviaire très importante pour la Chine afin d'acheminer du pétrole depuis le Moyen-Orient. L'idée n'est pas seulement ce tronçon de Xi'an à Aqavan, mais aussi que le chemin de fer fait partie d'un corridor est-ouest plus large qui est encore en cours de consolidation et vise à relier la Chine à l'Iran, au Golfe Persique, à l'Afrique et éventuellement même à l'Europe. L'Iran est donc très important pour la Chine et la Chine accorde beaucoup d'attention à ce qui s'y passe. Maintenant, la Chine a été très claire sur le fait qu'il s'agit d'une attaque non provoquée, qu'Israël attaque l'Iran et qu'Israël est l'agresseur. Mais quel est votre point de vue à ce sujet sur la question géopolitique? Mais qu'est-ce que je dis toujours? Au fond de chacun de ces problèmes, il y a toujours la Chine. Et oui, je veux dire, il y a le peuple israélien qui est juste. Vous savez, Netanyahou est obsédé par l'Iran depuis au moins 40 ans. D'ailleurs, les gens disent qu'il a commencé à parler d'une bombe iranienne en 1992. En réalité, il se trompe. Les premiers articles, qui étaient apparemment en partie inspirés par Netanyahou, sont parus en 1984, alors qu'il était diplomate israélien à Washington. Donc, je veux dire, il a son obsession pour l'Iran, qui lui est personnelle, mais qui est partagée par une grande partie de la société israélienne. Mais pour les États-Unis, pour les néoconservateurs, pour ces gens-là, ce qui est encore plus important, c'est ce grand conflit avec la Chine, cette bataille épique d'époque pour la domination du monde dans laquelle ils croient être engagés. Je veux dire, le fait que la Chine ne soit absolument pas impliquée dans ce conflit de son côté est quelque chose qu'aucun Américain que j'ai rencontré, même pas des gens comme le professeur Mearsheimer, n'arrive à comprendre. Ils partent du principe que, puisqu'ils se considèrent eux-mêmes comme engagés dans cette grande affaire, la Chine doit l'être aussi. Donc, ils voient que l'Iran a rejoint les BRICS, que la Chine a négocié cet accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite, que la Chine développe tous ses réseaux ferroviaires et autres choses dont tu parlais, que la Chine importe beaucoup de pétrole iranien. Et ils se disent, voilà, c'est vraiment dangereux. C'est la clé de voûte de l'édifice. Si on peut éliminer l'Iran, cela affaiblira la Chine. Ce récit est omniprésent. Pour le dire franchement, l'Iran est très important pour la Chine, mais il n'est pas crucial pour la Chine. Si le gouvernement iranien venait à s'effondrer et à être remplacé par un gouvernement pro-américain, ou si le pays sombrait dans la guerre civile ou une grave crise, ce qui est possible, nous ne savons pas comment cela va évoluer. Ce serait certainement une situation à laquelle la Chine devrait faire face. Et ce serait un problème, mais cela ne conduirait pas à l'effondrement de la Chine, ni à un ralentissement de sa croissance économique et politique, ni à une diminution de sa puissance globale. Je parle de puissance globale parce que, vous savez, il s'agit évidemment de puissance militaire, mais aussi de puissance économique, sociale, culturelle, d'influence mondiale. Tous ces aspects. Ceci repose encore une fois sur une prémisse totalement fausse. Ce que la Chine cherche à faire, c'est de relier l'Asie occidentale, parce que cela a un sens logique. Elle veut développer des routes commerciales. Évidemment, elle souhaite acheter du pétrole iranien. Elle veut établir de bons liens avec l'Iran, parce que, comme vous l'avez justement dit,
L'Iran est un passage vers le Golfe, vers les États arabes, vers l'Afrique. Mais la Chine peut aussi atteindre ces pays par d'autres moyens. Elle peut commercer avec eux via l'Afrique de l'Est, par exemple, à travers l'Éthiopie, la Somalie et ce genre d'endroits. Il est absurde de penser qu'il s'agit d'une sorte de partie d'échec. Et c'est aussi une façon immorale de concevoir la géopolitique. Mais c'est celle dont les Américains sont obsédés. Ils voient tout à travers le prisme de ce grand jeu géopolitique. Et ils ont complètement tort. D'autres pays? D'accord. Je veux dire, pourquoi est-ce si compliqué? Parce qu'il y a tellement de pays impliqués dans cette affaire. Par exemple, le Pakistan. Apparemment, Netanyahou a mentionné le Pakistan comme une seconde cible. Même Trump n'est pas content de cela et a tweeté en disant qu'il ne fallait pas impliquer le Pakistan. Bien sûr, le Pakistan est très en colère. Selon le Daily Mail, le Pakistan aurait dit à l'Iran « Nous bombarderons Israël si Netanyahou utilise des armes nucléaires contre Téhéran ». Je ne sais pas. Je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de discours. Pourquoi Netanyahou veut-il impliquer le Pakistan? Eh bien, parce qu'il est un homme obsédé, qu'il vieillit, qu'il n'est pas en très bonne santé, que sa situation politique en Israël s'affaiblit et que toutes les guerres d'Israël tournent mal. Et son grand projet, qu'il a lancé lorsqu'il est devenu Premier ministre d'Israël au début des années 1990, est en train d'échouer. Donc il est, je suis désolé de le dire, quelque peu fanatique à propos de ce projet. Et comme cela arrive souvent avec ce genre de personnes, quand les choses commencent à mal tourner, il devient de plus en plus imprudent et déséquilibré dans ce qu'il fait. Et le problème, c'est que nous avons tous ces personnages sinistres à Washington qui, au lieu de le freiner, le soutiennent. Et bien sûr, cela lui donne un sentiment de pouvoir extraordinaire et la conviction qu'il peut tenter tout ce qu'il veut. Et au final, les Américains viendront toujours à son secours et le sortiront d'affaire. Et nous voyons cela en Iran. Du moins dans ce conflit en Iran, pour le moment, il a probablement raison. Et l'Inde, d'un autre côté, l'Inde a refusé de se joindre à l'Organisation de coopération de Shanghai pour condamner l'attaque d'Israël contre l'Iran, même si Israël, de son propre aveu, a déclaré qu'il s'agissait d'une attaque préventive, ce qui signifie qu'elle était non provoquée. Et ce n'est pas si loin, je crois qu'il y a un mois, Iran et Inde ont signé 2 protocoles d'accord de coopération en plein milieu de la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Donc l'Iran soutenait en quelque sorte l'Inde à ce moment-là. Et pourtant, voilà, l'Inde vient de refuser de s'aligner sur la condamnation de l'attaque israélienne par l'Organisation de coopération de Shanghai. Je suppose que chaque pays agit dans son propre intérêt. Quel est le calcul de l'Inde ici? Eh bien, cela ne sert pas au mieux les intérêts de l'Inde. Il y a quelques semaines, en fait, il y a quelques mois, je parlais avec un diplomate indien, l'ancien diplomate M. K. Bhadrakumar, qui tient d'ailleurs un excellent blog, et c'est vraiment quelqu'un qu'il faut écouter et lire. Bref, il m'a dit que le problème fondamental de l'Inde, c'est que tout le monde à l'extérieur pense qu'il s'agit d'une grande puissance émergente. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'Inde voit tout de manière très très étroite. Elle est obsédée par sa rivalité avec le Pakistan et elle reste encore largement sous l'influence des États-Unis. Et il lui manque la confiance en soi nécessaire pour vraiment aller de l'avant, que ce soit pour construire sa propre société ou pour mener une politique étrangère digne de ce nom. Alors, que se passe-t-il en Inde? Ce n'est pas du tout difficile à comprendre. Le Pakistan a adopté une position très ferme en soutenant l'Iran. Le Pakistan a surpassé l'Inde lors de ces récents échanges, de cette récente confrontation. L'Inde en est très contrariée et très en colère. Elle voit le Pakistan soutenir l'Iran, alors elle soutient Israël. C'est aussi simple que cela. C'est entièrement réflexe. Et cela désespère des gens comme Bhadrakumar.
Oui, et des gens en Chine disent qu'en gros, l'Inde poignarde l'Iran dans le dos. Voilà où on en est, absolument. Alors, pourquoi l'Iran voudrait-il encore négocier avec les États-Unis après avoir été, vous savez, trompé tant de fois et après tant de promesses non tenues? Pourquoi l'Iran ferait-il encore confiance aux États-Unis? Eh bien, est-ce le cas? Est-ce le cas? Est-ce le cas? Est-ce que l'Iran veut négocier avec les États-Unis? Je veux dire, je pense que c'est un point important à souligner parce que, enfin, il y a quelques minutes à peine avant que nous commencions, j'ai reçu un email d'une commentatrice américaine très en vue. Je ne peux pas la nommer car c'est privé, mais elle disait, vous savez, il serait incroyablement dangereux pour des diplomates ou des responsables iraniens de sortir et de rencontrer les Américains, parce que les Américains et les Israéliens les assassinent. Donc tout ce que vous feriez, c'est vous exposer, et ils pourraient vous tuer. Et c'est tout à fait exact. Ils essayent de tuer des responsables iraniens. Sur quelle base rencontrez-vous les Américains alors qu'il y a des escadrons de la mort israéliens en action, essayant d'assassiner vos responsables? Je ne suis donc pas certain qu'il y aura une rencontre, ou que cette rencontre aura lieu, car je ne suis pas sûr qu'il soit sûr pour les Iraniens de participer à une quelconque réunion. Je ne suis donc pas certain qu'il y aura de la diplomatie. C'est encore une fois quelque chose que Trump n'a pas compris. Je pense qu'il croyait probablement, lorsqu'il a lancé tout cela, qu'après tous ces coups portés, si le régime de Téhéran ne s'effondrait pas, il reculerait au moins, tout comme il supposait que la Chine reculerait s'il lui imposait des droits de douane de 145%. Et il a supposé que la Russie reculerait s'il la menaçait de sanctions, si elle n'acceptait pas un cessez-le-feu, et tout cela. Et il va, encore une fois, je pense, découvrir que loin d'amener les Iraniens à faire des concessions, cela va les rendre extrêmement méfiants à l'idée de négocier avec les Américains, tout simplement. Et cela va les pousser à adopter une position encore plus dure. Cela me semble désormais inévitable. Il exige une reddition sans condition. Sur quelle base peut-on négocier après avoir formulé une telle exigence? Eh bien, ils étaient en pleine négociation, c'est pourquoi je pense que cela a un peu pris tout le monde au dépourvu, parce que le consensus était du moins que s'il devait y avoir une guerre, elle devait éclater après, je crois qu'il y a une date limite, une sorte de 15 juin, qui est, je suppose, une sorte d'échéance pour leur négociation, pour savoir s'il y aura quelque chose ou non. Mais il s'est avéré que Israël a commencé, je crois, à assassiner de hauts responsables iraniens le 12, puis à bombarder l'Iran le 13. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Tout le monde s'attendait à ce que quelque chose se produise après le 15, donc c'est un peu surprenant. Je me demande simplement pourquoi l'Iran a même négocié avec les États-Unis au départ. Ils ont commencé en avril ou quelque chose comme ça, non? Pourquoi, en particulier, Trump est celui qui a essentiellement dit « Tout ce que vous avez accepté avec Obama, je ne le reconnais pas du tout. » Eh bien, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a eu des divisions au sein de la société iranienne. Et au sein de la direction iranienne, je crois que les responsables de la politique étrangère, de l'armée et de la sécurité ont toujours été profondément méfiants à l'égard de toute forme de négociation avec les Américains. Mais ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que l'ancien président de l'Iran, Ebrahim Raisi, a été tué. Et maintenant, je suis très méfiant. J'étais déjà méfiant au moment de sa mort, et je le suis devenu encore plus depuis. Je me souviens que nous en avons discuté d'ailleurs, et je me souviens que tu m'avais dit que les internautes chinois étaient eux aussi assez méfiants à ce sujet. Mais ensuite, les Iraniens ont fait semblant, ou ont affirmé, ou ont dit que tout cela n'était qu'un accident.
Peut-être que c'était le cas. Mais quoi qu'il en soit, Raisi a ensuite été remplacé par cette figure beaucoup plus modérée et laïque, ce médecin, dont je pense que la plupart des gens estiment qu'il est une bonne personne. Mais il semblait penser que la voie à suivre pour l'Iran était d'essayer d'améliorer les relations avec l'Occident, qu'il allait y avoir. Il est opposé à ce que l'Iran possède des armes nucléaires. Il a adopté cette position. Donc, je pense que cela a créé une instabilité au sein du système politique iranien, qui n'existait pas lorsque Raisi était au pouvoir. Et encore une fois, il faut dire que cela reflète un état d'esprit dans certains secteurs de la société iranienne, qui souhaitent une sécularisation progressive et une ouverture des relations avec l'Occident. Je ne pense pas qu'il soit, vous savez, écrasant. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une masse critique de personnes. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que Pezeshkian a remporté l'élection. Je sais que c'est une terrible erreur. Je pense que, comme vous l'avez tout à fait justement dit, cela a simplement ouvert la porte à toutes ces choses que nous voyons maintenant. Et cela a rendu les réponses iraniennes beaucoup plus difficiles. Donc, je pense que Pezeshkian a été une voix constante en faveur des négociations avec les Américains. Et je pense que ce qu'il découvre progressivement, même s'il n'en a pas encore pleinement pris conscience, c'est qu'on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui veut vous détruire. Dans l'ensemble, peut-on dire ceci, que la Chine veut la paix? Parce que la paix a été bénéfique pour la Chine. L'ascension de la Chine s'est faite de manière pacifique, n'est-ce pas? Donc, pour avoir des relations commerciales avec tout le monde, il faut la paix pour se développer, etc. Peut-on dire maintenant que les États-Unis veulent des guerres, des conflits, du chaos et de l'instabilité partout dans le monde? Peut-être pas à l'intérieur des États-Unis. Même cela, je n'en suis pas si sûre, car regardez à quel point c'est chaotique aussi à l'intérieur des États-Unis. Mais à ce stade, les États-Unis veulent toutes ces choses. Peut-on dire que c'est la grande différence entre les deux pays? Eh bien, absolument. Je nuancerai un peu. Je pense effectivement que la Chine veut la paix parce que la paix a été bénéfique pour la Chine. Je pense que la Chine veut la paix parce qu'elle se rend compte que la paix est une bonne chose. Et parce qu'elle est bonne. Elle est bonne pour la Chine. Non seulement pour la Chine, mais pour tout le monde. Je pense que la Chine comprend que la paix est, par définition, une bonne chose. Ce n'est pas seulement Xi Jinping et ses responsables. C'est, je crois, une compréhension fondamentale qui existe au sein de la société chinoise. C'est inscrit dans son ADN. J'en ai parlé à de nombreuses reprises, je ne vais pas me répéter ici, mais je pense que c'est absolument ce qui caractérise la Chine. Ils veulent toujours la paix parce qu'ils comprennent que c'est uniquement par la paix que les pays prospèrent sur le long terme. Les États-Unis sont complètement différents. Il ne s'agit pas seulement de paix, ni même exactement de guerre. Il s'agit de pouvoir. Ils sont constamment obsédés par le pouvoir parce qu'ils proviennent d'une culture européenne. Ils ont été créés à partir d'une culture européenne obsédée par le pouvoir et la guerre. Puis-je simplement dire, pour donner une idée de ce qu'est l'état d'esprit occidental, nous avons en Grande-Bretagne un poète très célèbre appelé Rudyard Kipling, qui fut le grand poète de l'Empire britannique. Et il a un jour écrit un poème dans lequel il disait qu'il n'y a que 4 choses qui comptent, les 4 grandes choses, selon ses mots. Et celles-ci étaient les femmes, les chevaux, le pouvoir et la guerre. C'est donc inscrit dans notre ADN. C'est notre ADN, l'acquisition, car c'est de cela qu'il s'agit dans les 2 premiers points. Le pouvoir, et c'est ce qu'est les États-Unis. Ils ont énormément de mal à penser autrement. Voilà le problème. Donc oui, la Chine promeut toujours des politiques de paix parce que c'est dans sa nature.
Les États-Unis, eux, promeuvent toujours des stratégies géostratégiques complexes. Ils sont obsédés par l'idée de paraître forts, de mener des actions militaires, de tuer des ennemis, la paix par la force, comme on dit, ce qui est bien sûr une contradiction dans les termes, car c'est leur ADN. C'est ce qu'ils sont. Je viens de lire que Shoigu est actuellement en visite en Corée du Nord. Que se passe-t-il là-bas? La Corée du Nord va-t-elle s'impliquer davantage dans la guerre en Ukraine maintenant? Eh bien, je pense qu'ils le seront, mais je crois que cela va probablement bien plus loin que cela, dans la mesure où il est clair qu'il existe désormais une relation entre la Russie et la Corée du Nord qui se développe. Et évidemment, je ne suis jamais allé en Corée du Nord et je ne m'attends pas à y aller de sitôt. Mais je comprends que l'économie là-bas commence maintenant à prendre de l'élan parce qu'ils commencent à importer beaucoup d'énergie et d'autres matières premières de Russie. Et les Russes concluent désormais des accords avec la Corée du Nord pour reconstruire diverses usines nord-coréennes, afin qu'elles puissent fournir à la fois des armes, mais aussi des biens de consommation à la Russie, car la Russie connaît une pénurie de main-d'œuvre. J'ai également reçu des rapports indiquant que des travailleurs nord-coréens commencent à travailler de plus en plus dans des usines russes en Extrême-Orient. Il faut souligner que cela ne représente encore qu'une fraction du commerce entre la Chine et la Corée du Nord. Mais c'est suffisant pour rendre cette option attrayante pour la Corée du Nord. Et bien sûr, c'est très bénéfique pour la Russie, car comme je l'ai dit, elle connaît une pénurie de main-d'œuvre. Les travailleurs nord-coréens sont apparemment très bien formés, très disciplinés et travaillent dur. Ils sont capables de produire ces biens et de les produire correctement. D'accord, parlons du G7. Tout d'abord, pensez-vous que le G7 est toujours pertinent? Je ne sais même pas. J'allais poser la question. Je veux dire, est-ce que ça existe encore? Cette réunion qui a eu lieu au Canada était... Peut-être que ce n'était pas l'événement qui a définitivement tué le G7, mais le dirigeant du pays le plus puissant du G7, de loin, les États-Unis, n'y porte manifestement aucun intérêt. Il est incroyablement insultant. Il dit, vous savez pourquoi la Russie n'est-elle pas là? Pourquoi la Chine n'est-elle pas là? C'était intéressant aussi. Pourquoi ne sont-ils pas là? Pourquoi est-ce que je perds mon temps, en d'autres termes, à parler à des gens sans importance, ce que vous êtes? Et vous savez, il passe quelques heures là-bas, manifestement ennuyé, et comme je l'ai dit, probablement de plus en plus en colère. Et puis il s'en va, brusquement. Et ensuite, vous savez, on a tout ce débat, va-t-il signer le communiqué final ou non? Bref, tout cela. Donc, pour moi, il ne s'agissait pas seulement d'une question de pertinence. Ça ressemblait à zéro, en fait. Cela n'a absolument plus aucun sens, ni aucune réalité. Oui, j'ai aussi remarqué que Trump a dit « Pourquoi la Russie n'est-elle pas invitée à revenir? Et si vous invitez la Chine, ça me va. Ou c'est une bonne idée, quelque chose comme ça. » Mais je me demande, tu sais, je ne pense même pas que Poutine soit intéressé. Peut-être qu'à un moment donné, la Russie l'était, mais je ne pense pas que Poutine s'y intéresse du tout. Et que Xi Jinping assiste en ce moment au 2e sommet Chine-Asie centrale à Astana. Donc ils sont occupés. Je ne pense pas qu'ils se soucient du G7 vraiment. Eh bien, les Russes ont répété à plusieurs reprises que s'ils recevaient une invitation à réintégrer le G7, ils la refuseraient. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec cela. D'ailleurs, et je pense que c'est important de le préciser, pour les Russes, le G8 a été une expérience totalement humiliante. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le G7 a continué d'exister parallèlement au G8. Ainsi, la Russie était invitée et participait aux réunions. Et d'abord, il y avait 2 jours de réunion entre les États du G7
les Américains et leurs alliés. Puis le dernier jour, dans les dernières heures, les Russes étaient autorisés à entrer dans la salle et on leur disait ce que tous les autres avaient déjà décidé. Apparemment, les Russes sont devenus de plus en plus en colère à ce sujet et de plus en plus frustrés. Et comme je m'en souviens très bien, je crois que c'était en 2013, Poutine a décidé de ne pas venir. Il a envoyé Medvedev à sa place. Il a refusé de venir lui-même. Donc les Russes ne reviendront pas. Xi Jinping a une réunion bien plus importante avec les dirigeants d'Asie centrale. Ce sont de vraies réunions de travail, des réunions où un travail concret est accompli. Le G7 n'est plus qu'un rituel formel que personne ne prend au sérieux. On peut le voir à ces énormes communiqués qu'ils publient. Ils sont vraiment totalement vides de tout contenu réel. Ils ont invité MBS, vous savez, le Saoudien, et lui aussi a refusé de venir. Il a trouvé des excuses, il a dit qu'il était trop occupé ici. Oui. Oui, j'imagine. Oui, donc toutes les personnes importantes. C'est ça? Je comprends pourquoi Trump s'ennuie. Eh bien, si Trump s'y engageait pleinement et que les États-Unis étaient totalement impliqués, peut-être que des personnes plus importantes viendraient, car évidemment, elles pourraient vouloir lui parler. Mais elles ne vont pas perdre leur temps à voyager jusqu'au Canada pour rencontrer Starmer, Macron, Scholz et des gens de ce genre. C'est quelque chose que les Européens doivent comprendre, ce qu'ils ne feront évidemment jamais. Alors, Trump a aussi rencontré quelques défis intérieurs comme son défilé militaire. Et puis, eh bien, c'est pas très... Je ne sais pas. Quelle est votre impression générale de son armée? Quelle est votre impression? J'ai trouvé cela lamentable. Je veux dire, pour moi, j'ai vu l'armée chinoise défiler sur la place Tiananmen et on voit les soldats parfaitement synchronisés les uns avec les autres. On voit les Russes et ils organisent des parades impressionnantes. Et puis on voit les Nord-Coréens. Mon Dieu, ils organisent des parades extrêmement impressionnantes. Et puis on voit cette soi-disant parade, des soldats avachis qui ne savent même pas vraiment défiler. J'ai trouvé que c'était une performance lamentable. En fait, cela montrait l'ampleur de la décadence militaire américaine. Loin de mettre en valeur la plus grande armée du monde, cela montrait à quel point elle est en déclin. Et c'est typique de Trump de tirer profit de la situation. Il vend des billets, insère des publicités entre deux. Je veux dire, c'est tout à fait le genre de Trump de faire ce genre de choses. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, il n'y a pas que l'armée américaine qui traverse ce déclin. Chaque année, en Grande-Bretagne, nous avons un grand défilé militaire appelé le Trooping the Colour, qui remonte au XVIIIe siècle. Il suffit d'aller sur YouTube et de regarder comment ce défilé était exécuté dans les années 1930. Il existe un film de 1933 et dans les années 1960, puis de comparer avec aujourd'hui. Je veux dire, aussi récemment que dans les années 1960, c'était incroyablement précis et rigoureux. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus que l'ombre de ce que c'était. Et c'est la réalité des armées occidentales dans leur ensemble. Cela reflète un déclin de la confiance dans leur propre société. Oui, je veux dire, en attendant, pendant qu'il y avait un défilé militaire, il y avait aussi des milliers de manifestations qu'ils ont appelées des manifestations No King. Et les manifestations continuent aux États-Unis pour différentes raisons, n'est-ce pas? D'abord, ils soutenaient les Palestiniens, des manifestations contre le génocide. Et puis il y a encore des manifestations en cours, n'est-ce pas, concernant l'arrestation d'immigrés illégaux et ce genre de manifestations qui sont même devenues violentes. Et maintenant des manifestations anti-Trump, je suppose, des manifestations No King. C'est juste une protestation constante maintenant.
Et en plus de tout cela, de façon très étrange, 2 législateurs ont été assassinés dans le Minnesota. Je veux dire, que se passe-t-il ici aux États-Unis? Eh bien, tout d'abord, pour revenir sur votre remarque concernant Trump qui profite de sa propre parade. Je veux dire, ce n'est pas insignifiant. Ce n'est pas sans importance. Cela joue un rôle dans le cynisme et la colère croissant que l'on commence à voir se répandre dans la société américaine. Et bien sûr, ce n'est pas comme si Trump était le seul à agir ainsi. Toute la classe politique le fait. Et Trump aggrave encore sa situation en lançant une guerre contre l'Iran. S'il déclenche une guerre contre l'Iran et qu'elle se prolonge, comme ce fut le cas pour la guerre du Vietnam, sur fond de protestations de plus en plus nombreuses, on peut très facilement imaginer comment cela pourrait rapidement devenir incontrôlable. Et nous pourrions assister à une explosion de manifestations à travers les États-Unis, avec peut-être même la base électorale originelle de Trump qui se retournerait contre lui. Donc vous savez, la situation est extrêmement tendue. Mais la raison pour laquelle nous voyons autant de manifestations aux États-Unis, c'est parce que la société se fracture. Elle devient de plus en plus instable. Il y a une perte de confiance dans les institutions américaines. Il y a une perte de foi dans la classe politique. Le phénomène Trump en est le reflet. Et lorsque cela se produit, et que les voies politiques normales ne fonctionnent plus, on commence à voir des manifestations apparaître. Or, les manifestations sont courantes aux États-Unis. C'est une caractéristique du système politique. Et aussi, il faut être cynique à propos de certaines de ces manifestations. Elles sont clairement organisées par les mêmes personnes habituelles. Et certaines de ces manifestations, en particulier celles en Californie, je n'en doute absolument pas, je ne peux pas le prouver, mais je n'en doute absolument pas, impliquent aussi des gangs criminels. Vous savez, j'ai vu cela se produire à de nombreux endroits. Quand ils voient les forces de l'ordre arriver sur leur territoire, ils organisent des émeutes pour essayer de les repousser. Donc, tous ces éléments différents se rejoignent, mais l'histoire globale est celle du déclin de l'autorité de l'État. Les institutions de l'État ne sont plus dignes de confiance, elles n'ont plus d'autorité, elles n'ont plus de moyens d'application efficaces, et il y a une véritable perte de foi. Je ne dis pas que les États-Unis sont au bord d'une guerre civile ou quoi que ce soit de ce genre, Dieu merci, mais comme je l'ai dit, tout cela est un très, très mauvais signe. C'est d'ailleurs très différent des manifestations dont je me souviens, je suis assez âgé pour m'en souvenir, dans les années 1960, qui étaient motivées par des causes politiques radicales. La guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques, ce genre de choses. Il n'y a rien de comparable à ce niveau d'activisme politique aux États-Unis aujourd'hui, et cela rend ces manifestations finalement plus dangereuses. Ne pensez-vous pas en général que les manifestations, certaines personnes sont très fières qu'en Occident on puisse manifester librement et les gens manifestent tout le temps alors qu'on ne voit pas ce genre de manifestation en Chine. Personnellement, je ressens les choses ainsi. Manifester pour moi, c'est presque comme le dernier moyen de résoudre un problème. Parce que s'il y a un problème, si je ne suis pas satisfait de quelque chose, je pense qu'il devrait exister un certain processus, un mécanisme où je peux exprimer mes préoccupations à quelqu'un d'important et cette personne recueillerait toutes ses doléances puis entamerait des discussions pour essayer de trouver une solution au problème. Il devrait y avoir un processus. Quand les gens manifestent, cela signifie que j'ai un problème, mais qui n'est pas résolu. Et je ne sais pas quoi faire d'autre à part manifester. La manifestation n'est-elle pas en soi un signe de désespoir et d'absence d'autres options? C'est un signe de désintégration de la société, et c'est ce que nous commençons à observer.
Je veux dire, c'est le signe de l'effondrement du consensus politique. Vous avez tout à fait raison. Les manifestations de l'ampleur que nous voyons actuellement sont le produit d'un système politique en train de s'effondrer et qui n'est plus à l'écoute des signaux venant de la base. Trump a été élu pour éviter que les États-Unis n'entrent en guerre. Il est sur le point de mener les États-Unis dans une guerre contre un adversaire qu'il connaît très peu. D'accord. Alors, quelle est la réaction de la Grande-Bretagne à propos de ce crash du Boeing 747, parce que c'était un vol de Delhi à Londres, n'est-ce pas? Y a-t-il une réaction là-bas? Oui, c'était une énorme nouvelle ici. Bien sûr, personne ne dit l'indicible, qu'il s'agit encore d'un avion Boeing et d'un modèle récent. Et on se demande vraiment ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas un sujet dont les gens veulent parler. Mais cela a attiré énormément d'attention, et bien sûr, il y a une très grande communauté indienne ici, en Grande-Bretagne. Certaines de ces personnes sont d'ailleurs très respectueuses des lois. Certaines sont riches et bien intégrées dans la société britannique. Cela a été un véritable choc pour tout le monde. Bon, il y a encore une chose à laquelle il faut prêter attention. Demain, c'est à nouveau la date limite pour l'interdiction de TikTok. Vous savez que Trump l'a prolongé une seconde fois, donc. Alors, on lui a posé la question s'il allait accorder une nouvelle prolongation, et il a répondu « Probablement, oui. Mais c'est demain, tu sais, et la pandémie continue, donc on ne sait pas. Pourquoi penses-tu qu'il ne donne toujours pas de décision finale? Soit tu fermes tout, soit tu dis « D'accord, ce que vous avez fait me convainc que vous êtes en sécurité, que vous ne mettez pas la sécurité nationale en danger avec vos données, etc. » Donc, passons à autre chose. Pourquoi reste-t-il encore dans l'incertitude, à accorder prolongation sur prolongation? Penses-tu qu'il considère encore cela comme un atout dans ses négociations? Oui, c'est vrai. Il en est ainsi. Il lui manque ce que les Russes appellent le pouvoir de décision, c'est-à-dire la capacité à prendre des décisions claires et cohérentes, à définir une politique et à s'y tenir, et à continuer de prendre des décisions en accord avec cette politique jour après jour, semaine après semaine. Ce que, soit dit en passant, Xi Jinping possède absolument. Je veux dire, l'initiative Made in China en est un exemple, tout comme l'amélioration de la pollution dans les villes. Ces choses n'arrivent pas toutes seules. On n'écrit pas simplement un décret en s'attendant à ce que cela se réalise. Il faut organiser des réunions tous les jours. Il faut faire un suivi. Il faut aller jusqu'au bout. C'est cela, comme disent les Russes, le pouvoir de décision. Trump ne possède absolument pas cela. Il se voit constamment comme un grand négociateur. Il va conclure ces grandes transactions et il craint que s'il réalise l'accord sur TikTok, s'il le fait, il perde son levier. Il est obsédé par le levier et il ne comprend pas que la Chine ne s'intéresse pas à cela. Je veux dire, les négociations entre grandes nations, la Chine et les États-Unis, ne tournent pas autour du levier. Elles consistent à essayer de trouver un terrain d'entente et des intérêts communs pour faire avancer les choses. Ce n'est pas quelque chose qu'il comprend du tout, et je doute que quiconque puisse jamais le lui expliquer. Si toi et moi l'enfermions dans une pièce et essayons de lui expliquer pendant de très longues heures, il repartirait quand même et recommencerait exactement comme il l'a toujours fait. Donc je pense que c'est là le problème. Comme je l'ai dit, il n'a pas cette capacité à élaborer une politique, à la créer, à la mettre en œuvre et à la mener à terme. La politique tarifaire en est un autre exemple. Je veux dire, si les États-Unis veulent adopter une politique de protection ou de protectionnisme, vous pouvez penser que c'est bien ou que c'est mal. Mais vous savez, c'est une politique. Et on peut travailler dans ce sens. On peut construire un consensus autour d'elle et on peut mettre en place les structures nécessaires pour la réaliser. Et vous savez, on peut y arriver. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qu'il fait.
Il impose des droits de douane un jour, les retire le lendemain, se retrouve en difficulté avec les tribunaux. Je veux dire, c'est incohérent. Et c'est pareil avec TikTok. Comme je l'ai dit, il n'a pas cette capacité à s'en tenir à une politique et à la mener à bien. Je pense que tu as raison. Même si la Chine ne le répète pas sans cesse, ses actions sont claires. Si vous voulez le fermer, fermez-le. Nous n'allons pas le vendre. Je veux dire, ils l'ont dit de façon très très claire. Il existe une loi en Chine qui stipule que si une entreprise possède une technologie de pointe importante, elle ne peut pas la vendre. Donc pour TikTok, l'algorithme est considéré comme une technologie sensible. Il est donc tout simplement illégal pour TikTok de le vendre. Mais la Chine l'a dit à de nombreuses reprises. On dirait qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'air d'y croire. Il n'accepte pas un refus. Tout comme Trump ne comprend pas que les Russes ne veulent pas réintégrer le G8. C'est quelque chose qu'il n'arrive tout simplement pas à concevoir. Mais d'ailleurs, il n'est pas le seul en Occident à agir ainsi. Les Occidentaux, en général, ont toujours du mal à comprendre que lorsque les autres disent non, c'est vraiment non. Oui. Et c'est bien ça le problème, ils ne l'acceptent tout simplement pas. Oui, c'est vraiment fondamentalement une perte de temps. Voilà le problème, ils ne l'acceptent pas. Exactement. D'accord. Je suis sûre qu'il se passera tout un tas de choses entre-temps. Nous verrons bien. Merci beaucoup. Eh bien, il se pourrait très bien que les États-Unis se retrouvent en guerre. Oui. Très probablement. Oui. D'accord. Enfin bref, voilà où nous en sommes. Passez une très bonne semaine. Et Sophia, on se voit la semaine prochaine. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir.